Smart Bourse, édition spéciale depuis la REF pour prendre la température du monde économique en cette rentrée un peu chahutée sur le plan de la politique française. Vous suivez ça comme nous évidemment, mais on va s'éloigner un petit peu de ces enjeux pour prendre la température du commerce mondial après une série de compromis commerciaux signés entre les États-Unis et leurs partenaires au cours de l'été et notamment un compromis qui concerne l'Union européenne. Pour en parler, à mes côtés, Anna Boata, qui est directrice de la recherche économique d'Allianz Trade. Bonjour Anna. Merci beaucoup. Bonjour Galois. Merci beaucoup d'être avec nous. Allianz Trade, qui est la filiale d'assurance crédit du grand assureur allemand Allianz. Et donc, vous avez un regard avisé, j'allais dire, sur les flux commerciaux et ce qui est en train de refaçonner les échanges mondiaux. Revenons sur cette série de compromis commerciaux. J'ai du mal à dire accords commerciaux, compromis commerciaux qui mettent fin à une période de guerre commerciale initiée par l'administration Trump. Ces compromis ont été signés au cours de l'été. Qu'est-ce que vous en retenez globalement et est-ce que cette série de compromis, on pourra rentrer dans le détail, permet de faire baisser ce niveau d'incertitude commerciale qui a pénalisé beaucoup d'entreprises et d'acteurs économiques au cours des 6 premiers mois de l'année, Anna? Oui, on peut dire qu'on a évité le pire. Effectivement, quand on pense à l'Union européenne, on est passé de 20% qui était le Liberation Day et le tarif à peut-être 50% qui était le pire. Donc là, on est à 15, qui est potentiellement plus que ça. Donc en fait, effectivement, c'est un scénario qui se rapproche d'un scénario central, mais qui est pire que le scénario central et qui évite une prévision de récession, par exemple, pour la zone euro. Néanmoins, il faut faire attention dans les détails, puisque pour l'instant, l'accord, il est en train d'être signé. Si on prend par exemple l'automobile, certes, c'est un des gagnants puisqu'il était surtaxé à 25%, mais il est encore. Parce qu'en fait, les 15% de tarifs qui doivent être implémentés sont quand même dépendants de certains tarifs douaniers que l'Union européenne doit enlever sur des produits américains. Donc, ce n'est pas encore fait. Effectivement, en théorie, on est peut-être plus compétitif que d'autres sur l'automobile, mais on l'est moins par rapport aux Anglais, par exemple. Eux, ils ont 10%. Donc, c'est vrai que quand on regarde en détail, il y a aussi les semi-conducteurs. On sait que les semi-conducteurs, pour l'instant, ils sont un petit peu en investigation, mais on sait que l'Union européenne a déjà 15%. Et on est d'ailleurs forcé par les États-Unis d'importer 40 milliards de dollars de chips, de produits en fait électroniques qui jusqu'à là n'étaient pas forcément dans les plans. Et au-delà de ces 40 milliards, en fait, il faut faire le point sur les engagements de l'Union européenne, sur les investissements à venir en provenance ou aux États-Unis. Donc, on a quand même fait des engagements de 1,4 trillion. Quand on pense aux importations de gaz liquéfié, quand on pense aux importations d'équipements militaires, de la défense, quand on pense aux investissements, on additionne tout, on est à 1,4 trillion. Donc, je trouve que la contrepartie est quand même très, très grande. Certes, c'est d'ici 2028, donc reste à voir si tout ça se mettra en œuvre, mais je pense que c'est quand même un accord qui va nuire à la croissance européenne. Par rapport à l'antérieur, par rapport à l'existence, c'est forcément moins bien que ce qu'on avait auparavant. L'intérieur, juste avant l'accord, on était à 10%, mais avec des exceptions qui étaient en place. Par exemple, la pharma, qui aujourd'hui sera aussi taxée à 15%. Les semi-conducteurs, on était en fait en dessous de 9%. Mais avant l'administration Trump, on était à 1,5%. Donc, effectivement, passer de 1,5 à 15 ou plus, parce qu'on sait que les règles peuvent changer. Si par exemple, les États-Unis décident d'appliquer des barrières douanières sur des pays avec lesquels on n'a pas un accord commercial, comme l'Union européenne, les fameuses Most Favored Nation tarifs, qui aujourd'hui peuvent atteindre 30%, 40%, le 15% se transforme en 30%. Donc, ce n'est pas encore le mot final de cet accord. Certes, pour le moment, on peut dire qu'on a plus de visibilité, mais ça renchérit forcément les coûts des produits européens qui sont importés aux États-Unis, en plus, effectivement, de cette appréciation de l'euro qui rend aussi les exportations moins compétitives. L'euro n'a pas permis d'absorber le choc. On va y revenir, mais sur j'allais dire, la valeur juridique de ces accords et de ces engagements, et c'est une question qui se posera pour tous les compromis commerciaux qui ont été signés par l'administration Trump, j'imagine. Il y a quelque chose de solide derrière, ou quand vous dites que c'est engageant, c'est engageant uniquement tant que l'administration Trump est en place aux États-Unis, Anna? Tout accord peut changer du jour au lendemain et on a vu quand même pendant l'administration Biden que ce que la première administration Trump a fait n'a pas forcément été défait,
Donc, ce sont peut-être des conditions du commerce mondial et du commerce Europe-États-Unis qui vont rester durables, mais certes, ces engagements d'investissement sont dépendants de l'administration Trump. Et en fait, il faut se rappeler que pendant le premier mandat, il y a beaucoup d'entreprises, par exemple, qui se sont engagées, comme cette fois-ci, à peu près 3 trillions d'engagements d'investissement aux États-Unis dans les années à venir. Et en fait, finalement, ils ne les ont pas fait. Ils ont fait à peu près un tiers. Il y a eu la pandémie, il y a eu d'autres chocs qui ont fait qu'on peut justifier le fait de ne pas avoir investi. Mais aujourd'hui, par exemple, quand on regarde les tarifs sur la pharma européenne, en fait, c'est un levier pour obliger les entreprises européennes de la pharma d'investir plus aux États-Unis. Oui, c'est le couteau suisse des tarifs, hein. Ça sert à peu près à tout dans l'esprit et dans la philosophie de l'administration Trump aujourd'hui, hein. Oui, et un petit peu à tort dans le sens où il n'y a pas de vraie stratégie derrière. Aujourd'hui, l'Union européenne, c'est le premier marché à l'importation aux États-Unis. Certes, les dépendances critiques sont plus élevées par rapport à la Chine, mais en montant, ils importent le plus de l'Union européenne. Et aujourd'hui, il y a ce 15% un petit peu plafond pour l'instant, mais c'est un niveau quand même très élevé, auquel, encore une fois, il se rajoute l'appréciation de l'euro, qui depuis de l'année, c'est à peu près 10%. Donc, on peut parler effectivement de 25% de tarifs théoriques, pas effectifs, Oui. parce que bon, les entreprises s'adaptent, on en parlera. Mais finalement, c'est pas parce que l'environnement change que l'entreprise elle-même ne s'adapte pas pour se protéger et protéger ses coûts. Sur le plan macroéconomique, vous le disiez, le choc est quand même significatif, mais ne va pas amener nos économies européennes en récession. Malgré l'appréciation de l'euro, plus les nouvelles barrières douanières, ça reste un... Alors comment vous le voyez? Un choc de demande pour nos entreprises exportatrices, c'est comme ça qu'il faut le voir essentiellement, Anna, et ça reste un choc absorbable, y compris pour des secteurs qui sont peut-être les plus en ligne sur le front, sur cette question tarifaire? Je pense qu'en net, effectivement, c'est une perte qui est absorbable puisqu'elle est chiffrée aujourd'hui à un petit peu plus que 50 milliards, qui est à peu près 0,3 points de croissance pour l'Europe. Donc, c'est pas rien, mais c'est absorbable. Après, effectivement, l'appréciation de l'euro peut rajouter 0,2 points. Donc, on arrive à ce demi-point de croissance. Mais après, il faut aussi regarder l'environnement dans son ensemble. C'est vrai que c'est un choc de demande, mais en attendant, les États-Unis implémentent aussi des mesures budgétaires qui soutiennent certains secteurs. Si on se rappelle le Big Beautiful Bill, dans ce bill, en fait, il y a des mesures qui peuvent soutenir les secteurs européens tels que machines-outils, les robotiques, l'automotive dans une certaine mesure. Donc, il y a quand même des secteurs qui peuvent bénéficier d'une demande additionnelle des États-Unis malgré les tarifs, puisque, en fait, il y a Ces subventions. ces subventions et cette suramortisation à 100% de tous les investissements des États-Unis, des entreprises aux États-Unis sur les équipements. Donc, par exemple, ça peut être un secteur gagnant. Mais dans l'ensemble, effectivement, c'est une perte à l'exportation et ça peut ne pas être une perte sèche si on arrive à diversifier sur d'autres marchés. Qu'est-ce que ça veut dire ça, Anna? Et vous avez une granularité avec les données d'entreprise que vous accompagnez dans le monde de l'assurance crédit. Qu'est-ce que ça veut dire se diversifier? Enfin, quelles ont été les grandes stratégies déployées par les entreprises mondialisées pour essayer d'amortir au maximum et je dirais même peut-être essayer de contourner ces nouvelles barrières tarifaires sur le marché américain? Premièrement, rien que quand on pense au commerce intra-Europe. Pour annuler ces 50 milliards de pertes, on pourrait augmenter de moins de 1% les échanges intra-Europe. Donc déjà, Pour ça, ça veut dire faire tomber des barrières intra-européennes. oui, parce qu'en fait, en Europe, on a des barrières non tarifaires qui sont liées à la bureaucratie. D'ailleurs, un point important de cet accord entre les États-Unis et l'Europe, au-delà des tarifs, ce sont ces barrières non tarifaires qui aujourd'hui sont estimées à 20% dans un tarif équivalent, comme on dit. Et on sait qu'il y a un engagement des deux côtés pour travailler, pour aligner un peu plus par exemple, tout ce qui est sanitaire, tout ce qui peut toucher les exportations d'agriculture. Donc, il y a quand même des choses qui vont être faites. Mais certes, en Europe, on a encore malgré l'Union européenne, on a encore des barrières non tarifaires. Donc ça, c'est une première forme de réponse. Possible. Possible. Après, effectivement, il y a les marchés émergents qui aujourd'hui se portent quand même mieux. Donc, on a aussi des marchés émergents qui peuvent baisser les taux, qui peuvent stimuler la demande domestique et qui peuvent en conséquence importer plus. Donc, ça, effectivement, ça peut. Mais c'est difficile de croire qu'on va y arriver entre Europe et marchés émergents à combler
toute cette perte. Et c'est pour ça que les entreprises, in fine, elles vont diversifier non seulement le marché, elles vont essayer de diversifier les marchés à l'exportation, mais aussi les fournisseurs, puisque c'est quelque chose qu'ils ont déjà commencé à faire depuis 2017. Et en fait, pendant ces années, ils ont déjà diversifié les routes de commerce et on sait qu'il y avait un poids quand même très important des pays de l'Asie du Sud-Est ou de l'Inde. Bon, moins aujourd'hui parce que l'Inde elle est surtaxée à 50%, mais les pays de l'Asie du Sud-Est ont repris de terrain pour ce reroutage. Par exemple, nous, on regarde un petit peu chaque mois Ouais. combien les entreprises américaines arrivent à faire du reroutage. Et on était à 30% en avril et mai. Aujourd'hui, en juin, juillet, on arrive à 60%. Donc c'est pour ça qu'in fine, pour l'instant, les impacts sont limités, puisque c'est pas parce qu'on a un tarif théorique qui devrait être implémenté qu'il est en effet appliqué. Parce qu'il y a beaucoup d'entreprises qui, du coup, essaient de contourner ces tarifs. Et aussi, il ne faut pas oublier, c'est quand même lourd à la douane. Les procédures sont longues, l'application des tarifs sont quand même lourds. Et on sait que d'ailleurs l'administration Trump travaille pour améliorer ces systèmes à la douane. Rendre la situation un peu plus fluide de ce point de vue-là. Mais ce que vous décrivez, Anna, finalement, ça ne veut pas dire forcément moins de commerce, moins d'échanges, mais une manière différente et des routes commerciales différentes, c'est ça, hein? Oui, ce sont des routes commerciales qui commencent à se développer. Et en fait, on a regardé ce qu'on peut appeler les nouveaux champions des routes commerciales. Parce qu'en fait, in fine, il y a des pays émergents qui ont la main-d'œuvre, qui ont un coût de travail attractif, qui ont quand même une monnaie qui est relativement stable, voire qui se déprécie, donc qui donne de la compétitivité, qui ont aussi des accès sur des ports qui aujourd'hui se développent, puisqu'il y a de plus en plus d'investissements pour augmenter les capacités portuaires et qui ont une base manufacturière. Et là, on parle de qui? De ces nouveaux champions du commerce mondial? Du coup, l'Asie du Sud-Est, mais aussi les Émirats arabes unis, l'Arabie saoudite, en Europe, la Pologne, la Hongrie, la Roumanie. Donc, il y a quand même le Maroc, si on parle un petit peu de l'Afrique du Nord. Donc, il y a quand même une vingtaine de pays qui aujourd'hui se développent dans ce sens-là. Et en fait, si on suit et que les flux s'accélèrent, on peut même imaginer que dans 5 ans, ces pays vont absorber 25% du commerce mondial. Puisqu'en fait, on sait que les entreprises vont vouloir dérisquer. Elles ne vont pas rester les bras croisés et être exposées à la Chine. Elles vont diversifier. Elles ne vont pas forcément relocaliser parce qu'on connaît tous des problèmes de coût de travail, du coût de l'énergie, mais ils vont diversifier et vont encourager le développement de ces nouvelles routes commerciales. Du point de vue américain et de l'économie américaine, quel est l'impact déjà, quels sont les impacts déjà visibles de cette nouvelle grille tarifaire et quels sont les impacts qu'on peut encore anticiper? Évidemment, dès que les tarifs ont été préannoncés, même durant la campagne de Donald Trump, tous les économistes nous ont alertés sur l'effet inflationniste des tarifs. L'effet inflationniste, le gros de l'effet inflationniste, c'est encore à venir. Il y a une forme de diffusion lente, j'appelle ça le poison lent des tarifs. Une diffusion peut-être beaucoup plus lente que ce qu'on imaginait à travers les chaînes de valeur, qui va prendre plus de temps. Est-ce que ça permet quand même d'atténuer à l'arrivée le choc inflationniste, Anna? Bah, je pense qu'effectivement, on oublie souvent quand il y a un choc que les entreprises sont en première ligne. Donc, elles savent gérer des chocs. Elles ont parcouru quand même beaucoup d'épisodes de crise depuis la Covid. Et en fait, il y a eu beaucoup de préparatifs puisqu'on savait que les tarifs vont arriver. On n'imaginait pas en avril qu'ils vont être à 2 chiffres. On imaginait plutôt un niveau à 6%. Aujourd'hui, en moyenne, on devrait être à 16 ou 17. Donc, certes, on savait qu'il y aura quelque chose, donc on s'est préparé. Et donc, il y a eu ces importations de précaution aux États-Unis, qui d'ailleurs ont stimulé le commerce et les exportations européennes au premier trimestre, mais qui nous ont fait gagner à environ un trimestre. Aujourd'hui, quand on regarde les derniers chiffres d'importation aux États-Unis, ils ont commencé à importer moins que la consommation. Donc, ça veut dire qu'ils commencent déjà à piocher dans leurs réserves de ces stocks de précaution. Et c'est ce qui nous a fait gagner du temps. Je pense qu'on a encore du temps avant qu'ils doivent importer à des niveaux plus élevés tarifaires. Et on le voit d'ailleurs, puisqu'ils ne se sont pas dépêchés et ils se sont préparés en amont, aujourd'hui, le tarif effectif calculé, il est à 9% et pas du tout à 16 ou 17. Donc, on a, comme tu dis, encore du temps avant de voir les tarifs augmenter. Et d'ailleurs, même le consommateur américain lui-même s'est préparé. Puisque quand on regarde un peu la consommation, on s'était dit, bon, bah, il y aura peut-être un effet un petit peu accélération pour se préparer. Ils l'ont fait au mois d'avril. Maintenant, ça commence à se calmer. Et c'est pour ça que le premier impact, c'est effectivement une économie américaine qui ralentit. Donc, à la place d'augmenter à 2%, qui est un peu la croissance potentielle au-dessus, on est plutôt à 1,5.
Et certes, ce qui va venir à l'avenir, c'est surtout, ce qui est clé de mon point de vue, l'implémentation de ce stimulus budgétaire. Puisqu'il faut se rappeler 2022, il ne faut pas oublier 2022. Aujourd'hui, on dit que c'est un choc de prix qui est temporaire et ce n'est pas un choc inflationniste. Certes, mais si les entreprises vont de plus en plus commencer à faire passer ces hausses de tarifaires et de prix entrant aux consommateurs, puisqu'ils se disent, bah, de toute façon, il y a quelqu'un qui est l'État qui va compenser pour faire résister ce pouvoir d'achat, c'est là où on peut avoir un choc inflationniste. Et nous, on a une prévision qui va de 3, qui atteint un pic de 3,4% en novembre et qui va rester aux alentours de 3 pour quelques mois avant de ralentir, puisque pour l'instant, en fait, il y a cet effet budgétaire qu'on a eu jusqu'à maintenant qui fausse la donnée finalement. Situation inconfortable, j'imagine, pour une banque centrale comme la Réserve fédérale américaine, avec en plus un degré de politisation ou une tentative de politisation assez agressive de la part de l'administration Trump. Ça veut dire quoi en termes de marge de manœuvre? Oui, on peut imaginer que la Banque centrale américaine ajuste le réglage de sa politique monétaire qui est encore jugée modérément restrictive, mais ça peut pas aller beaucoup plus loin, Anna? Bah, c'est effectivement la nouveauté de la rentrée, c'est ce discours de Powell qui dit qu'ils envisageraient peut-être de faire baisser les taux en septembre. Nous, on avait une baisse en décembre, puisqu'on attendait que le pic d'inflation soit derrière nous. Certes, ils sont un petit peu sous pression, mais je pense qu'au-delà de la pression politique, parce qu'ils veulent garder leur indépendance, et d'ailleurs c'est critique pour le dollar, pour la confiance, il y a effectivement cet aspect de marché de travail qui se détériore, mais à mon avis, pas si fort pour justifier une baisse des taux dès septembre. Donc ça, c'est un petit peu le dilemme, parce que quand on regarde le choc de prix, on sait, on le dit, ils le disent que c'est à venir, et le marché de travail, il est pour l'instant probablement pas encore au niveau où ça demande une baisse de taux. Et en plus, le choc inflationniste n'est pas seulement tarifaire, il est aussi dû à la pénurie de main-d'œuvre. On commence de plus en plus à le voir, et ça, L'immigration s'est arrêtée là aux États-Unis, hein. oui, L'immigration, les flux se sont arrêtés quand même. se sont arrêtés, et en plus, il y a aussi un problème de stock puisque certains sont renvoyés. Donc clairement, on aura de plus en plus de données qui vont montrer qu'il y a plus de pression sur les salaires. Et donc dans ce contexte-là, oui, est-ce que ce sera une erreur de politique monétaire? Nous, on avait un taux terminal, comme on dit, terminal rate en fin 2026 de 3,5%. Donc si, je pense qu'il est encore probable. Comment on y arrive, c'est un petit peu la question. Surtout que bon, on comptait sur les États-Unis pour justement avoir un différentiel de taux avec l'Europe qui puisse faire apprécier un petit peu plus le dollar. Aujourd'hui, on voit que ça ne va pas dans ce sens-là. Et clairement, les jeux politiques derrière la fête sont très importants. Et c'est loin d'être fini. Et clairement, c'est un risque majeur sur la confiance et sur ces sorties de capitaux qu'on a pu voir au mois de mai, par exemple, aux États-Unis. Bon, bah, du risque commercial au risque pesant sur l'indépendance des banques centrales et de la Réserve fédérale américaine en premier lieu. Merci beaucoup, Anna. Merci d'être passé par le stand de Bismart for Change à l'occasion de la REF édition spéciale pour la grille de Bismart aujourd'hui et demain. Ravi de vous retrouver dans Smart Bourse. Anna Boata, directrice de la recherche d'Allianz Trade et je le rappelle également, membre du think tank BSI Economics.